Pour l'aspect médico-social, on en parlera tout à l'heure avec, je dirais quelques mots, après une présentation qui sera faite par Daniel Renaud sur le questionnaire qui a été adressé aux patients et aux familles et le retour de ce questionnaire par l'intermédiaire de l'AIRG. Donc je dirais quelques mots après. Donc là, on va donner la parole à Rosa, qui va nous parler de l'état des lieux des problèmes rencontrés et comment tenter de les résoudre en matière de génétique moléculaire. Donc un problème extrêmement simple. Tu as 3 minutes. Merci. Donc, l'organisation de la génétique moléculaire en France actuellement, les laboratoires en réseau, a été fait dans les années 2000 sous l'impulsion de l'Association nationale des praticiens de génétique moléculaire, ou ANPGM, et qui a, avec le ministère de la Santé, mis en place des financements pérennes au cours des années 2000. Et également la mise en place des réseaux par pathologie, au groupe de pathologies, où on un ou deux laboratoires référents en tenant compte de la rareté des maladies rares. Et donc, c'est là, finalement, après aussi, vient rejoindre les filières. Et l'objectif à l'époque était donc d'assurer la qualité du diagnostic et donner aux malades une égalité des chances d'obtenir un diagnostic, quel que soit leur lieu de prise en charge. Et pour regarder où est-ce qu'on en est actuellement, pour analyser beaucoup de gènes avec un nombre limité de laboratoires et une évolution technologique dans lesquelles actuellement on est soumis par une grande quantité de données qu'on ne sait parfois toujours pas comment utiliser et qui génèrent aussi des nouveaux métiers. Et je vais vous montrer les données des recueils des laboratoires faits par l'Agence de la biomédecine et par Orphanet, quelques données de 2015 pour illustrer cette augmentation d'activité, des nombres de maladies, des laboratoires qui ont la capacité de faire ça. Donc là, c'est l'évolution de 2011 et 2015. Mais là, il faut tenir compte que pour les questionnaires de 2015, l'Agence de la biomédecine elle a été un peu modifiée pour tenir en compte de l'activité des NGS. Et donc, parfois, on va voir dans les tableaux suivants, le nombre de patients ou le nombre de tests n'est pas comparable à l'année précédente. Donc, simplement pour avoir une idée générale. Donc là, par exemple, vous avez les laboratoires, il y a une activité génétique postnatale d'après les déclarations faites l'année 2016, donc pour 2015. Donc, il y a le nombre de laboratoires global était stable et le nombre de laboratoires avec une activité ou autorisation non limitée, c'est-à-dire, pour expliquer un peu mieux, les laboratoires avec autorisation limitée, c'est les laboratoires qui font simplement, par exemple, la thrombophilie ou l'hémochromatose, des pathologies bien précises, mais qui n'ont pas vocation ni autorisation pour mettre en place des diagnostics de toute autre maladie rare. Alors que les laboratoires avec autorisation non limitée peuvent continuer à mettre en place des tests génétiques pour de nouvelles maladies. Et donc, le nombre de laboratoires avec autorisation non limitée a eu des va-et-vient, mais avec une petite augmentation en 2015. Par rapport à la progression de l'activité, donc je vous disais, c'est une activité en progression. Donc là, vous avez total l'activité des génétiques postnatales, mais en tenant compte qu'il y a aussi la pharmacogénétique qui représente 5% de l'activité. Et donc, vous voyez là les nombres de maladies différentes recherchées qui passent de 1000, autour de 1000 en 2011 à 1500 en 2015. Et le nombre d'examens réalisés, c'est là que je vais vous dire que ce n'est pas comparable de 2014 à 2015 parce que les techniques sont différentes et les questionnaires ont été modifiés, mais vous voyez bien que de 2011 à 2014, il y a une augmentation très progressive des nombres des examens réalisés dans les laboratoires français.
Et bien évidemment, en bas, vous pouvez voir les nombres des dossiers rendus qui, eux, reflètent bien l'augmentation progressive de l'activité des laboratoires de génétique moléculaire. Alors, là, vous pouvez voir dans ces tableaux, ces rapports est consultable dans les sites de l'Agence de la biomédecine, donc vous avez les liens là-dessus. Alors, là, vous voyez le nombre de laboratoires qui diagnostiquent une maladie qui n'est étudiée que dans un laboratoire en France, et dans cette ligne-là, et dans 2 laboratoires. Donc, vous voyez quand même que le nombre de laboratoires est stable, mais qui est limité par rapport au nombre de maladies et au nombre de gènes à analyser. Et le nombre de maladies qui ne sont étudiées que dans un laboratoire en France est assez grande. On est à 900, et en progression, on est à 955 en 2015, et qui sont étudiées que dans 2 laboratoires en France. Bon, le nombre est réduit, heureusement. Ça montre également ce qu'on voit dans cette diapositive, qui est la répartition des maladies rares par nombre d'examens réalisés en 2015. Donc, en bas, on a 1 à 10 examens. Donc, la plupart des maladies sont des maladies, ça montre la rareté des maladies. Donc, beaucoup de maladies sont faites, il y a très peu de nombre d'examens réalisés, alors que pour certaines maladies, et pour un nombre plus réduit de maladies, il y a beaucoup plus de tests. Alors, les laboratoires de la filière orchide se sont réunis en avril 2016 pour parler justement de la problématique et de l'organisation des tests au sein de la filière. Et les problèmes suivants ont été soulevés. Okay. Comme le reflètent les informations que je vous donnais précédemment, dans la filière rénale également, il y a un nombre croissant de demandes, et dans la plupart des laboratoires, un personnel médical et des techniciens limité et en voie de diminution. Cela fait qu'on est devant une augmentation du délai de rendu des résultats qui peut varier entre 8 mois et 12 mois, et ce qui n'est pas acceptable, en particulier quand il y a un diagnostic prénatal à la clé. Et par rapport à l'évolution technologique, la plupart des laboratoires utilisent les panels NGS, mais pour les panels NGS, ces panels demandent un temps d'interprétation beaucoup plus long. Il y a beaucoup de variations qu'on appelle des significations inconnues, qu'on ne sait pas si on peut les relier à la pathologie, et ça demande que ces variations, qu'on soit plus strict dans l'analyse de l'ensemble des tests qui est fait pour pouvoir dire si à un moment donné, cette variation, on peut l'impliquer ou pas dans la maladie. Donc, c'est plus long. Et là, on a beaucoup de difficultés à rendre des résultats négatifs, puisqu'il faut être bien sûr qu'il est négatif, en regardant plus en détail que les résultats positifs finalement. Et alors, l'autre problème, on est pour certaines pathologies, les analyses sont parfois réalisées en double, avec l'utilisation des différentes techniques et le recoupement des panels NGS. Donc, il y a certains laboratoires qui utilisent le séquençage, d'autres laboratoires qui utilisent les panels, des laboratoires qui utilisent un panel pour une indication qui est différente à l'autre panel, mais qui peuvent recouper des gènes. Et donc, ça pose une problématique d'analyse et un doublon des échantillons. Et il y a aussi également des demandes locales de développement des autres analyses génétiques, soit par un besoin des cliniques, soit à cause du fait que parfois il y a une facturation entre les hôpitaux, etc. Et les derniers problèmes qu'on a soulevés, c'est
que parfois il existe encore des demandes de tests génétiques pas ou peu argumentées et qu'on ne reçoit pas toujours les autres informations qui sont importantes pour rendre les résultats génétiques ou les apparentés déjà testés. Donc, il se peut qu'on peut analyser un individu comme un cas index alors qu'il s'agissait d'un apparenté, qu'il fallait simplement dire c'est un apparenté et on ne fait pas un panel entier pour ces patients, mais on va faire un test ciblé. Simplement pour illustrer cette variabilité d'entrée, l'exemple de la pathologie est lié au gène HNF1-bêta, dans lequel il y a des différents points d'entrée selon l'âge, selon les manifestations rénales ou extra-rénales. Et donc, il y a différents panels qui ont été faits selon la porte d'entrée, et ça pose des problèmes après. Si on analyse qu'un gène, comment on analyse après les autres gènes qui ne sont pas dans un panel. Donc, finalement, il serait souhaitable que pour utiliser au mieux nos moyens, on homogénise les panels disponibles pour que tous les patients soient analysés à peu près de la même manière. Alors, ça s'est décalé. Donc, l'action doit être ici. Et donc, dans les discussions qu'on a eues, on a entamé comme possible solution à ces problèmes les points suivants. Limiter les indications aux indications où il y a une priorité, par exemple, comme un bénéfice d'un diagnostic prénatal, ou un bénéfice thérapeutique, ou un conseil génétique. Et pour cela, une action possible est bien définir les indications prioritaires au sein de la filière des maladies rares ou rénales. Et la deuxième possibilité, c'est limiter les nombres en donnant une priorité locale. Et pour cela, il faut avoir une définition de la capacité de chaque laboratoire, mais également de la demande des tests. Et on propose également de faire une étude des besoins des tests en France et l'éducation des prescripteurs. Et pour cela, il est nécessaire de définir les tests à développer et quels laboratoires sont en capacité de les faire. Et pour l'éducation des prescripteurs, l'élaboration et diffusion d'un document de bonnes pratiques. Pour commencer avec ces actions, nous avons commencé avec l'étude des besoins des tests. Et donc, la proposition qui est faite, c'est à partir des rapports de l'Agence de la biomédecine et d'Orphanet, puisque les rapports que je vous ai montrés pour 2015 est général, mais on peut avoir l'extraction et l'évolution pour les pathologies rénales. Donc, dans un premier temps, on a demandé à Orphanet et à l'Agence de la biomédecine de nous faire une extraction. Donc, une signature d'ETA est en cours et ils nous ont demandé d'attendre le recueil de cette année qu'on est en train de finir. Les recueils nous, ici, on vient de rendre les recueils de 2016. Donc, on va demander et l'évolution et les données spécifiques pour les pathologies rénales depuis que Orphanet et l'Agence de la biomédecine font ces rapports. Mais je pense qu'il faudra aussi qu'on fasse un travail dans les laboratoires de regarder un peu quel est le nombre de demandes et les délais de rendu pour qu'on puisse évaluer globalement les besoins et s'il faut qu'un panel X, pour dire les panels d'anomalies de développement, a besoin d'être fait aussi dans un autre laboratoire. Donc, on va partager ces panels pour qu'un deuxième laboratoire, selon les besoins du territoire, puisse les faire. Voilà, et donc je me répète, mais l'idée étant de privilégier ces panels. Voilà où est-ce que nous en sommes
de notre réflexion. Si vous avez des questions ou des suggestions. Oui, bonjour, Marie Essig de Limoges. Donc moi, je suis néphrologue adulte, un peu seule, je dirais, en termes de possibilités de prise en charge des patients. Et donc, très clairement, j'envoie des mauvaises indications je fais partie de ces gens qui envoient des mauvaises indications de recherche génétique. Et le grand problème qu'on a, c'est qu'effectivement, au milieu de cette consultation où on voit tout et n'importe quoi, quand tout d'un coup, on se dit, là, il y a un truc génétique, on a le patient sous les yeux, on ne va pas le revoir d'ici X temps, et donc on envoie des choses parce qu'on n'a pas les bonnes informations au bon moment. Et je pense que là où ce serait... Alors j'imagine que vous allez discuter de ça, et certainement mais l'une des choses qui serait particulièrement utile, c'est que par le biais du portail ORCID, on ait des fiches où on clique tac, 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 et où on nous dit c'est bon, vous pouvez envoyer, ou non, allez voir à côté. Ou alors on met des mots-clés qui sont le patient qu'on a sous les yeux. Moi, je vous avoue ma méconnaissance de plein de pathologies, mais je me dis, là, je pense qu'il y a un truc génétique, mais je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de particulier. Et je pense qu'avec ça, ça aiderait beaucoup les néphrologues adultes. Encore une fois, je pense que les néphrologues pédiatriques, vous connaissez remarquablement tous les syndromes, etc. Mais le néphrologue adulte, qui va être perdu au sein de sa consultation, il pourra beaucoup mieux, à mon avis, vous affiner les tests. Donc si je pense que la page ORCID accessible très facilement avec du déblayage permettrait aussi de mieux vous focaliser les demandes. Là-dessus, c'est sûr qu'on comprend très bien en tant que laboratoire que les patients sont là et qu'il faut les prélever. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, on reçoit beaucoup de prélèvements pour lesquels l'indication n'est pas claire. Mais c'est aussi la possibilité de discuter après. C'est aussi, je passe énormément de temps au téléphone et au mail pour discuter avec les uns et les autres les indications. Donc, ce n'est pas grave, à la limite, qu'on nous envoie les prélèvements, mais que vous soyez disposés à discuter de l'indication avec nous. C'est aussi dans ce sens-là. Mais bien sûr que s'il y a cet outil qui facilite les choses, je suis d'accord, mais voilà. Il y a des fiches d'information clinique qui sont actuellement toutes téléchargeables. Beaucoup de fiches sont téléchargeables actuellement sur différents sites. Oui, oui, tout à fait. Et par rapport au délai des rendus des résultats, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que dans la mesure où la plupart des laboratoires de génétique sont en démarche d'accréditation, souvent on utilise les délais des rendus des résultats comme un indicateur. Donc je pense qu'on va pouvoir obtenir ces informations des laboratoires dans la mesure où ça fait partie de nos travaux actuellement. Sur un point qui me semble extrêmement important, c'est que malheureusement nous vivons aussi une grande difficulté donc, dans le diagnostic moléculaire, c'est l'identification de ces variants et de la classification de ces variants. Ce qui au début était la technique était difficile, maintenant la technique est facile, mais c'est plutôt la classification de ces variants. Donc je reviens en disant que sur la plateforme technique, ta proposition est excellente. Les plateformes techniques, beaucoup de laboratoires peuvent le faire. L'interprétation des variants devient une spécialité à part entière. Et il est vrai que l'interprétation par des experts pourrait faciliter grandement la rapidité du diagnostic et que finalement notre métier va plus être de faire la technique mais plutôt de savoir interpréter correctement. Donc c'est un nouveau métier et c'est là où je rejoins, je dirais, Rosa. Qu'est-ce qui nous rend la difficulté d'interprétation? C'est pas d'obtenir le résultat, il faut qu'on ait les techniciens, les machins, enfin tout ça. Mais globalement maintenant, ce qui fait un frein aussi, c'est le savoir interpréter et avoir accès aux banques de données des sujets normaux français, car pour l'instant, on n'a pas accès dans les laboratoires de diagnostic, c'est un peu secret. On a des données, mais on n'a pas accès facilement sur nos gènes d'intérêt. Et ça, c'est aussi une des choses qui freinent nos interprétations. Voilà pour le laboratoire encore.